Bonsoir à tous, les grandes gueules Moyen-Orient de retour pour une nouvelle semaine. Je suis très heureux de vous retrouver. Voici nos débats du jour. Les ONG qui traitent Israël d'état d'apartheid, ça suffit. Le gouvernement ne veut plus laisser intervenir dans les écoles. Mais n'est-il pas trop tard? Et les réponses israéliennes face aux accusations de B'Tselem ou du BDS sont-elles vraiment efficaces? Ce sera notre débat au pays de Bibi. Ça y est, après 15 ans de règne, Mahmoud Abbas accepte des élections palestiniennes. Mais faut-il vraiment y croire? Et vont-elles conduire à un changement? Dossier diplomatiquement incorrect en vue. Israël passe la barre des 4000 morts du Covid. La campagne record de vaccination, que l'on ne peut que saluer, cache-t-elle une gestion plus chaotique du confinement? Au même moment en France, patience, Olivier Véran annonce 1 million de vaccinés d'ici fin janvier. Alors, qui s'y prend bien, qui s'y prend mal? Débat en plateau, mais aussi avec notre invité depuis Paris, le docteur Michel Simès. Et bonsoir à toutes nos grandes gueules de ce lundi soir. Bonsoir Noémie Aliwa. Bonsoir Ali Waked, directeur de la chaîne i24 News en arabe. Bonsoir Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Et je salue nos grandes gueules à Paris. Franck Tapiro, publicitaire. Bonsoir mon cher Franck. Merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, Abnou Chalmani nous rejoindra également. Plaisir. Et si vous le voulez bien, comme prévu, ouvrons notre débat au pays de Bibi. Et pour commencer, nous allons parler de cette offensive israélienne contre les ONG qui accusent le pays de pratiquer l'apartheid. Elles seront interdites d'entrer dans les écoles. Noémie Aliwa, cela mérite quelques explications. Pourquoi cette décision intervient maintenant ? Écoutez Benjamin, pour comprendre bien cette décision, il faut revenir sur un événement qui a eu lieu il y a quelques jours lorsque la très médiatisée et militante ONG B'Tselem a publié un rapport qualifiant Israël d'apartheid. C'est la première fois depuis sa création il y a une trentaine d'années qu'elle utilise ce terme que l'on sait explosif. Selon le rapport, il y aurait une discrimination systémique des Palestiniens dans tout le territoire qu'Israël contrôle, que ce soit dans leur accès à la propriété, à la citoyenneté, leur liberté de mouvement et d'expression. Il est écrit, je cite, « Ce n'est pas la démocratie plus l'occupation, c'est l'apartheid entre le fleuve et la mer. » Et c'est dans le prolongement de cet événement que le ministre israélien de l'Éducation, Yoav Gallant, a promulgué l'interdiction aux membres de certaines ONG d'intervenir dans les écoles du pays. Alors B'Tselem n'est pas mentionné explicitement dans cette déclaration, mais on sait que le directeur de cette ONG a d'ailleurs offert une conférence prévue ce matin dans une école, et donc on comprend qu'il était finalement visé. Olivier Rafovitch, vous, l'ancien porte-parole de l'armée israélienne, vous avez dû pendant des années combattre ces accusations. Des mesures comme celle-là, interdire désormais ces ONG ou ces associations dans les écoles, ça n'intervient pas avec tant de retard? D'abord, quand on parle d'apartheid en Israël, dans le monde par rapport à Israël, c'est pour moi à chaque fois, je pense aux déportations, je pense à la Shoah, je pense au ghetto, je pense à tout ce qu'on nous a fait à nous, aux Juifs. Et d'accuser Israël d'apartheid, c'est quelque part à chaque fois de vouloir se nettoyer la conscience en accusant l'État juif, le seul État juif. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, par rapport à ce qui se passe, je voudrais juste une parenthèse que je connais, dont je connais tout à fait les éléments. Il y a en Judée-Samarie et à Gaza des chrétiens, des Palestiniens chrétiens. À Gaza, par exemple, il y a des chrétiens qui se cachent. Les femmes chrétiennes, les jeunes filles chrétiennes doivent s'habiller comme des musulmanes. Il y a des viols, il y a des expropriations, il y a des attaques. Ça, c'est de l'apartheid. Pareil à Bethléem ou à Judée-Samarie, entre Palestiniens arabes musulmans et Palestiniens arabes chrétiens. Ça, on ne critique pas. On s'attaque à Israël du matin au soir. En gros, vous voulez dire que l'apartheid n'est pas là où on le croit? Absolument. C'est ça que vous voulez dire? Il est exactement là où je vous dis qu'il est. C'est-à-dire qu'il est chez les États arabes, sunnites et intégristes. Il est en Judée-Samarie et il est dans la bande de Gaza. Allez voir le Hamas et demandez lui si les chrétiens sont libres à Gaza. Ali Waked. Malheureusement, ce passage d'Olivier de la défense à l'attaque, parlant de la discrimination entre chrétiens et musulmans en Cisjordanie, ça fait partie de la très ancienne propagande de la droite israélienne, pas même de l'État Israël, parce que ça suffit d'appeler les chrétiens à la bande de Gaza et de leur demander s'il y a une discrimination entre eux et entre les musulmans. C'est vrai qu'il y a une pression sociale, quand même il y a très peu de... Il y a une pression sociale.
Il s'agit de quelques centaines des chrétiens qui habitent à la bande de Gaza, où il y a presque 2 millions de musulmans, dont la très grande partie a choisi le Hamas. Olivier, l'apartheid n'existe pas. Le sujet de cette émission n'est pas la relation entre musulmans et chrétiens. Le sujet, est-ce qu'il y a un apartheid à l'État d'Israël? Je pense qu'il y a apartheid ou pas en Israël? Non, moi ce qui m'inquiète, non, il n'y a pas d'apartheid. C'est important déjà de le préciser. Ce qui m'inquiète, c'est la réponse de l'État d'Israël vue par le ministre qui est responsable de l'éducation des générations israéliennes, le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant, qui a décidé que la meilleure méthode de battre ces arguments des ONG juives et israéliennes, B'Tselem, qui parlent d'apartheid dans l'État d'Israël, c'est d'éviter cette rencontre entre les étudiants israéliens et entre les ONG. Est-ce que M. Gallant n'a pas entendu qu'il y a dans le monde depuis une trentaine d'années quelque chose qui s'appelle Internet et Google, et que les étudiants israéliens ont plusieurs moyens d'aboutir à cette information de B'Tselem que de prévenir les représentants de B'Tselem? Si l'État d'Israël est confiant dans sa position, et en ce qui concerne l'apartheid, il y a pas de quoi... Donc vous dites que la méthode elle est inutile? Il faut que les étudiants israéliens rencontrent ces arguments et font face à ces arguments et combattent ces arguments et ne pas cacher les étudiants israéliens. Franck Tapiro, vous qui êtes spécialiste de communication et notamment communication politique, vous savez qu'il y a un mot qu'on utilise ici en Israël, qu'on n'a pas encore utilisé sur ce plateau, c'est le mot hasbara. Le mot hasbara qu'on pourrait traduire comme explication, qui est aussi interprété comme la propagande. Comment vous la jugez, vous, de Paris? Vous savez, ça fait des années et des années que ce genre de propos, ce genre de thèse fait partie de moi ce que j'appelle le révisionnisme. Et le révisionnisme, c'est de prêter à l'État d'Israël énormément de choses, évidemment, toutes négatives. Pourquoi ? Parce que c'est drôle, il y a eu le boycott, maintenant l'apartheid, il y a eu énormément d'autres mots dont on accuse Israël. Parce que malheureusement, je dois dire en tant que communicant, pour avoir essayé depuis 25 ans, 30 ans, de faire tous les plateaux de télé pour essayer de faire ce qu'on appelle le la riposte, je pense qu'Israël a perdu une seule guerre depuis 1948. La seule guerre qu'elle a perdue, c'est en communication. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on parle que de perception. N'importe qui peut attaquer Israël de n'importe quoi. Et l'État d'Israël, malheureusement, et Olivier Rafovitch est là pour en témoigner, a la meilleure armée de défense au monde, mais est très mauvais en défense sur l'opinion et en défense par rapport à des argumentations. On est très mauvais en aïkido alors qu'on a inventé le Krav Maga. Donc c'est vraiment incroyable d'un point de vue sémantique, en termes de communication. On ne joue que sur la perception. Et ce que vient de dire M. Waked participe à cela en plus. Non seulement, évidemment, il Ali Waked dit, de toute façon, sur Google et sur Internet, il les trouve, ces arguments-là de propagande. Et ceux qui disent, en tout cas, Israël est un pays d'apartheid. Il faut c'est faire de l'aïkido. Donc l'attitude du gouvernement, elle est la bonne ou elle n'est pas la bonne aujourd'hui ? Non, elle n'est évidemment pas la bonne depuis longtemps. Dieu sait si pour défendre l'image de l'armée d'Israël, on a fait d'énormes progrès. Olivier, d'ailleurs, en fait partie, bien entendu. Encore bravo pour tout ce que vous faites. Mais je trouve qu'aujourd'hui, l'État d'Israël a une plus mauvaise image que son armée. Ce qui est totalement absurde. On a pourtant dit pendant 10 ans, on a surfé sur la vague de ces dernières années en étant la Startup Nation. Aujourd'hui, on est maintenant une Vaccine Nation. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Et il suffit que il y a un petit caillou qui intervienne et on parle d'apartheid et tout d'un coup, c'est la flambée. Tout le monde dit évidemment qu'Israël est un État d'apartheid, ce qui est totalement faux. C'est une ségrégation en termes de droit, en termes juridiques. Enfin, il suffit de passer quelques heures en Israël pour voir que c'est faux, mais c'est vraisemblable. Et pourquoi ? Parce qu'on a depuis des années l'habitude d'accuser Israël. Et il faut le dire, Israël se défend mal médiatiquement. Alors, Israël se défend mal. En termes de Olivier Rafovitch. Et en communication et dans le monde entier. Olivier, vous étiez à ce rôle, notamment au sein de l'armée israélienne. Quand il vous dit Israël se défend mal. Israël se défend avec... D'abord, Israël veut donner l'image de la vérité. Parce qu'on croit à ce qu'on fait et on a la foi dans ce qu'on fait. Maintenant, on est attaqué par un narratif... Si on a la foi, attendez, laissez-moi un instant. Les éléments de on est attaqué par un narratif qui est antisémite, qui est antisioniste, qui répète des mensonges après des mensonges. On a envie de s'expliquer. Peut-être que la meilleure manière, comme le dit M. Tapiro à Paris, peut-être serait non pas de répondre au tac, mais peut-être d'inventer des politiques... En tout cas, les mots choisis ou les stratégies ne sont pas les bonnes, visiblement. C'est possible. Mais encore une fois, si juste on revient au mot apartheid, c'est honteux. C'est dégueulasse d'accuser l'État juif. Non, attendez, le seul État... C'est pas s'il y a apartheid ou s'il n'y a pas apartheid. C'est est-ce qu'il faut laisser les Européens en particulier, excusez-moi, les Européens en particulier adorent
sont fascinés par la critique d'Israël. C'est vrai qu'on parle du vaccin, on parle de la certaine... Non mais Ali Waqed a raison. La question c'est pas ça aujourd'hui. Mais quand C'est on les mesures qui sont prises. Oui, mais attendez, parce qu'ils arrivent, si vous voulez, à critiquer Israël avec les choses qu'ils ont fait eux aux Juifs pendant des milliers d'années. Et pendant des milliers d'années, c'est à chaque fois remplacé. Une israélienne à rencontrer des étudiants israéliens. Est-ce que c'est la bonne méthode? Parce que depuis 2 jours, le débat c'est pas il y a apartheid ou il n'y a pas apartheid. Je vais vous répondre. Sur la Est-ce qu'il faut les laisser rentrer dans les écoles ou pas? C'est ça la vraie question. Je connais très bien Un mot Olivier, et j'aimerais entendre après Anouch Shalmani qu'on n'a pas entendu Je connais encore. personnellement Olivier. Yoav Gallant, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Très bon Il a colonel, mais apparemment très bon très général. mauvais Non, écoutez, pédagogue. un instant. Mais Non, apparemment très ne mauvais soyez pas pédagogue. caustique ni ironique. Il a dit la chose suivante, et c'est important d'écouter. Israël est une démocratie. Ces ONG vont voir des étudiants en classe de terminale, juste avant l'armée. Juste avant l'armée, les jeunes ont envie d'entendre des choses sur leur avenir militaire, sur les unités, Ah bon? et pas... Écoutez, un instant. J'ai dit, Vous n'avez pas fait l'armée, Ali Waqed. C'est à lui Non, de laissez-moi décider, c'est à lui de expliquer. décider. Olivier Rafovitch, terminé parce que je ne vois pas non plus où vous voulez en venir. Est-ce que oui ou non il faut les interdire? Est-ce que oui ou non il faut les interdire? Je veux en venir, c'est que la critique qui répète le narratif palestinien pour des raisons politiques et non pas pour des raisons éducatives est à mettre hors des écoles. Olivier, En dehors des écoles, aujourd'hui, il y a la on empêche politique. les ONG il y a la... comme B'Tselem, non, demain, ils vont envoyer j'empêche des ONG qui sont pour les droits des homosexuels. Non, elles sont payées par des groupes palestiniens, pro-palestiniens Demain, et un ministre propagandistes. religieux va empêcher les ONG qui défendent les droits des homosexuels à rentrer dans On les va écoles. entendre Paris, attendez, c'est plus le sujet. J'aimerais d'accord. entendre Paris. C'est n'importe Anouch quoi. Shalmani, que je salue et qui nous a rejoint dans ce débat. J'aimerais également entendre votre analyse là-dessus, ma chère Bonsoir, Anouch. Benjamin. Bonsoir. Oui, écoutez, mais vous savez que moi j'adore la figure historique de Golda Meir. Elle disait toujours Israël est un pays comme un autre avec ses traîtres et ses assassins. Donc je pense que c'est la plus belle des occasions, là, aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un vrai déficit d'image. Et je pense qu'il tient à ce fait qu'Israël n'arrive pas à se normaliser encore aux yeux du monde. Je veux dire, non, ce n'est pas une situation d'apartheid sur le modèle sud-africain tel qu'on a pu l'entendre. Déjà parce qu'on n'est pas encore dans la configuration d'un État. Déjà, comment ce avec mot est rentré dans deux les mœurs, peuples. Donc ça, c'est simplement. encore à venir, mais que ça serait... Oui, il est repris dans les mœurs, mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il y a une espèce de concurrence au verbiage. Donc on utilise un mot et on essaye de le coller sur quelque chose. Et là, on y rajoute, on force. Il faut être un peu plus intelligent que ça. Qu'il y ait une inégalité qui existe, c'est une réalité, mais qui est aussi due à l'intransigeance, à l'idéologisation à outrance qui condamne le peuple palestinien à demeurer sous l'autorité palestinienne qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'intérêt à son encontre, mais c'est aussi que Israël se regarde. Vous voyez, la semaine dernière, on parlait, est-ce qu'il faut vacciner les Palestiniens? Je vous disais déjà, c'est une question d'image. Israël n'a pas grand-chose à perdre, et surtout sur le plan sanitaire, de vacciner les Palestiniens pour éviter un retour du virus. Eh ben, on devrait adapter ça à tout. Je veux dire, Israël est un pays comme un autre. On devrait en débattre comme un autre. Et calquer des mots comme apartheid sur sa réalité, c'est non seulement éloigner le moment où elle réussira à devenir un pays qu'il est comme un autre, mais en même temps, ça nous entraîne dans des débats qui, ma foi, Tout prend des proportions énormes. Vu les discussions beaucoup plus importantes qui ont lieu. Alors justement, Franck Tapiro, je vous donne la parole dans un instant, mais d'abord, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce sondage que nous avons proposé sur Twitter à nos téléspectateurs. On vous a posé la question sur Twitter et sur Instagram, et à une écrasante majorité, à 68%, c'est un petit peu baissé, parce que cet après-midi, on était plutôt à 80%, là je vois que c'est en train de baisser, 68%, vous nous dites Israël, non, ne se défend pas efficacement face aux accusations d'apartheid. 32% nous répondent quand même que oui. Franck Tapiro, vous le spécialiste en communication politique, est-ce qu'il n'y a pas de toute façon une guerre perdue aujourd'hui de l'image parce qu'il y a un dominant et un dominé, et que de toute façon dans l'opinion publique, voilà, il y a la victime qui va rester victime? Mais Une guerre n'est jamais perdue, les d'abord. 32 et quelques pourcents, bon, évidemment, ce sont les supporters inconditionnels dont je fais partie, mais à un moment, il faut se regarder en face. Non, évidemment, c'est du 100% pour moi. Et ça fait des années. N'oublions pas que Israël 100% est le peuple du livre. On a toujours dit que le peuple du livre... 100% non, bien sûr, absolument. Non, Israël se défend mal. Israël est le peuple du livre, on l'a dit pendant des années, il y a un problème avec l'image. On a un vrai
problème avec l'image. C'est le paradoxe du peuple juif qui en même temps invente Hollywood et le cinéma et a totalement raté la campagne de communication d'Israël depuis plus de 30 ans. L'OLP déjà à son époque, aidé par les stars mondiales de la propagande que sont le KGB, vous le savez, ont écrit le roman palestinien. Et ils ont écrit d'ailleurs, il y a plein de gens qui pensent d'ailleurs que Yasser Arafat est palestinien, ils ne savent pas qu'il est égyptien, etc., etc. Comme avec le Tché, où le Tché, plein de gens pensent encore qu'il est cubain et non argentin. Mais ça, le romantisme du KGB, on le sait, a servi à écrire ce grand roman. Et c'est là qu'on a raté le coche. Pourquoi ? Ce que Olivier a dit tout à l'heure, je suis totalement d'accord. Israël est pris au piège de la vérité. Pourquoi ? Parce que quand on joue sur la perception, malheureusement... Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Non pas avec la vérité. Franck Tapiro, la question aujourd'hui, c'est est-ce que interdire dans ces écoles, ces ONG, pour qu'elles ne fassent plus cette communication-là, est-ce que ça suffit pour qu'un message contraire soit délivré ? Certainement pas. C'est l'inverse. Mais non. Mais c'est l'inverse. Il faut les inviter partout. Oui, et surtout à la Knesset, où ils vont voir les députés arabes israéliens, dont certains ont des mots que aucune nation au monde, démocratique ou pas, oserait dire à une assemblée comme la Knesset. Et ils peuvent aller jusqu'au bout de leur discours, dire carrément jusqu'à certains qui souhaitent la disparition de l'État d'Israël. Et vous le savez. Donc, au contraire, il faut les inviter partout, et c'est en les prenant partout qu'ils verront que l'apartheid n'existe pas. Ils auraient peut-être souhaité avoir des preuves d'apartheid. Il faut à l'inverse les amener partout pour qu'ils voient que la société la stratégie n'est pas la bonne. D'ailleurs, Ali Waked, il me semble qu'il y a même eu des rencontres. Ils sont allés depuis à Haïfa dans des universités. Mais non, c'est pas la bonne. Donc de toute façon, ça continue. Absolument, parce qu'il y a des directeurs d'établissements scolaires qui ont refusé les instructions du ministre Galland. Ils ont insisté à inviter les représentants de B'Tselem parce que ces directeurs, ils ont confiance dans le niveau intellectuel de leurs étudiants. Olivier a dit, c'est des élèves de la classe terminale. S'il n'y a pas de quoi craindre, je ne sais pas à quoi ça sert de cacher les choses. Il y a un conflit politique entre Israël et... Vous dites qu'il n'y a rien à cacher, ça les empêche, on fait croire qu'il y a quelque chose à cacher. Et même s'il y a dans le comportement israélien quelque chose de problématique, il faut faire face à ce problème et ne pas cacher... Je voudrais répondre à Franck Tapiro. Un mot, Olivier, très rapidement, parce qu'on va avancer derrière. Ça fait des années, des milliers d'années, que nous faisons face, nous, aux fake news. Un jour, on a tué le Christ. Un jour, on a mis du poison dans de l'eau. Maintenant, on parle d'apartheid. À chaque fois, ce sont des mensonges géants, des mensonges stratégiques. La vérité, tant que l'antisémitisme sera présent, et l'antisionisme qui ça, je dirais, son développement... Dans le cas de B'Tselem, est-ce que l'argument d'antisémitisme... Attendez, il est en vigueur. On continuera à être... C'est une ONG israélienne, je peux vous dire, et je pourrais dire à Franck Tapiro, que j'apprécie également beaucoup, nous sommes aujourd'hui une nation en pleine expansion, une nation démocratique, et les pays arabes nous rejoignent. Alors qu'il y a des gens qui nous critiquent, tant pis pour eux. Non mais d'accord, mais il y a un décalage entre il y a un décalage entre ses performances et de l'autre l'image d'Israël. C'est aussi non, écoutez. Si vous voulez qu'on soit parfait, on peut pas être parfait. Alors on est à la fois les meilleurs du monde dans le high-tech, les meilleurs du monde dans le vaccin. Alors qu'il y a des critiques, il y a des critiques. Oui, mais si on dit ça, on passe comme le disait De Gaulle, et Abnous ne va pas me contredire, comme le peuple sûr de lui est dominateur. On est un peuple sûr de nous, on n'est pas dominateur, mais on est certainement sûr de nous, et on sera plus jamais, juste un mot, on ne sera plus jamais un peuple qui baisse la tête et qui longe les murs, plus jamais. Abnous. Non, mais alors mais la question ne pose même pas. Mais Israël a fait la preuve depuis bien longtemps qu'elle ne baisse pas la tête et qu'elle est à la hauteur de l'avenir et des enjeux démocratiques. Mais justement, Israël est le seul pays démocratique de la région. Qui dit démocratie, c'est de jouer le jeu. Avoir peur de 3 étudiants, de 2 ONG et de mettre le débat sous le tapis ne va pas aider Israël dans l'avenir. Il faut se confronter à ça. D'ailleurs, outre Jésus, vous avez oublié le protocole des sages de Sion qui est encore exposé au musée d'Alexandrie à côté de la Torah pour bien signifier que ça vient du même endroit. Donc bien entendu que ça c'est réel, mais aujourd'hui il y a des armes, il y a des intellectuels, il y a de quoi défendre, mais encore une fois le mot d'ordre ne devrait être que normalisation. Il ne sert à rien de mettre sous le tapis, il ne sert à rien de fuir le débat et il ne sert à rien d'avoir peur d'un débat contradictoire. C'est l'essence même de la démocratie et Israël jusqu'à maintenant a été à la hauteur. Voilà ce que l'on peut dire. Il faut préparer le terrain pour l'avenir. Si vraiment l'avenir, même si moi je ne suis pas convaincu, c'est un État et 2 peuples, il y a intérêt à ce qu'il y ait une égalité qui existe entre tous les citoyens devenus israéliens
Parce que, encore une fois, c'est le jeu démocratique. Ça, Alors justement, Abnous, aujourd'hui que ça se prépare. Justement. Après-demain, et certainement pas en mettant sous le tapis. Vous me faites une transition idéale pour la suite, puisqu'on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui côté israélien, donc cette décision d'interdire dans les écoles les associations qui accusent le pays d'apartheid. Voyons maintenant ce qui s'est passé aujourd'hui côté palestinien. Et côté palestinien, l'info de ce début de semaine, c'est cette annonce que l'on n'attendait plus, des élections. Oui, des élections. Je vous rappelle que cela fait 15 ans que Mahmoud Abbas est au pouvoir. Il a été élu le 15 janvier 2005 et depuis est maintenu en poste sans qu'il n'y ait de scrutin. Noémie Eliwa, que s'est-il passé ? Écoutez Benjamin, pour certains observateurs, eh bien, il s'agirait pour les Palestiniens de renouer le dialogue à l'heure où il y a une recomposition du Moyen-Orient qui les menace. Citons les fameux accords de normalisation signés entre plusieurs pays arabes et Israël, qui serait l'une des raisons qui aurait poussé les Palestiniens à mettre leur rancœur de côté pour s'entendre sur la tenue d'élections communes pour la première fois depuis 2006. Cette annonce est le signe d'un possible dialogue entre ces deux frères ennemis qui constituent donc la chefferie palestinienne. D'un côté, le parti du Fatah de Mahmoud Abbas, qui dirige donc une partie qui réclame la souveraineté sur une partie de la Cisjordanie, et de l'autre côté, eh bien, le Hamas qui est au pouvoir dans la bande de Gaza. Si les promesses d'Abbas se réalisent, eh bien, ces scrutins se tiendront le 22 mai et le 31 juillet prochain et promettent d'être animés. Alors attention cependant de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, puisque ce type d'annonce a été déjà fait à maintes reprises, sans pourtant qu'il y ait un processus électoral qui a suivi. Ali Waked, est-ce qu'il faut y croire enfin à ces élections ? Je rappelle, Mahmoud Abbas en poste depuis 2005. En 2009, le Conseil national palestinien avait annoncé l'extension indéfinie de sa présidence. Elle dure jusqu'à aujourd'hui. Benjamin, toutes les quelques semaines, Mahmoud Abbas prend des photos avec le chef de la commission électorale palestinienne, le docteur Hanna Nasser. Cette fois-ci, à la veille de la rentrée d'une nouvelle administration américaine, Mahmoud Abbas envoie un message à M. Biden comme quoi la direction palestinienne est prête à se renouveler pour être au niveau de cette nouvelle administration. La vérité maintenant, il n'y a pas un intérêt ni auprès du Hamas à la bande de Gaza, ni auprès du Fatah en Cisjordanie de céder le pouvoir. Donc il n'y a pas une vraie volonté. C'est-à-dire de faire jouer simplement la démocratie, c'est dans l'intérêt de personne. Absolument, mais on a parlé dans le premier thème sur... En général, une élection, c'est parce que c'est pas parce que c'est dans l'intérêt des gens au pouvoir. Les gens se demandent, absolument, les gens se demandent, c'est un conflit entre Hamas, entre Fatah, comment Israël, cette fois-ci, est aussi, fait partie de cette situation complexe. Eh bien, Jérusalem et Jérusalem-Est, les Palestiniens disent, nous, on veut les élections. Maintenant, Israël refuse de nous permettre de mettre des urnes, des bureaux de vote à Jérusalem, parce que pour Israël, Jérusalem, c'est la capitale, la seule souveraineté à Jérusalem est de l'État d'Israël, et donc les Palestiniens pourront toujours dire nous on n'a pas pu renouveler nos directions, on n'a pas pu légitimiser cette direction palestinienne parce que l'État d'Israël a empêché 300 000 Palestiniens à voter à Jérusalem-Est, et la vérité c'est que cette fois-ci Israël aussi aura du mal à expliquer au monde comment est-ce que Hamas et Fatah n'ont pas vraiment l'intention à organiser des élections. Comment revendiquer une légitimité à partir du moment où il n'y a pas eu d'élection démocratique ? C'est une vraie question même vis-à-vis du reste du monde. Non, absolument. Il faut une légitimité, et cette légitimité, elle s'obtient par les urnes. Mais la question, les urnes pour les Palestiniens, des urnes doivent avoir aussi à Jérusalem-Est. Est-ce que Israël va permettre aux Palestiniens d'établir des urnes et des bureaux de vote dans leur capitale ? Ça, je doute. Olivier Rafovitch. Les gens sont en espèce d'effervescence quand un groupe terroriste islamiste, le Hamas, participe à des élections. Le Hamas, c'est un groupe terroriste. Un groupe qui tue les homosexuels, qui a tué les gens du Fatah quand il était à Gaza en 2005 et 2006. Tu te souviens très bien également, Ali. C'est un groupe qui domine d'une main de fer 2 millions de Palestiniens pris en otage. Maintenant, des élections avec le Hamas, c'est une catastrophe. Parce que si le Hamas... Une catastrophe pour les Palestiniens ou une catastrophe aussi pour Israël ? D'abord pour les Palestiniens. Parce que le Hamas... aussi pour Israël. Est-ce que c'est dans l'intérêt d'Israël ? D'abord pour les Palestiniens, juste un instant. Ils sont très puissants également en Judée-Samarie. Il n'y a pas d'élection parce que le Fatah a peur que le Hamas, le djihad islamique, gagne les élections
à Ramallah, à Naplouse et dans les villes palestiniennes. Évidemment, pour Israël, c'est également une catastrophe, mais juste un mot. On Tout en ça a reparle été juste après la décidé- pause. Ça s'appelle un décidé tease, Olivier. par la Turquie. On se retrouve dans quelques instants, suite de ce débat avec cette annonce des élections palestiniennes. Il n'y en a pas eu depuis 2005, date à laquelle Mahmoud Abbas est arrivé au pouvoir. Nous parlerons également du Covid, Israël qui a passé la triste barre des 4000 morts. De l'autre côté, en France, enfin la campagne s'accélère. Nous en parlerons avec notre invité, le docteur Michel Simès, qui sera avec nous juste après la pause. À tout de suite. Nos GGMO du lundi, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec nous, comme tous les soirs. Noémie Aliwa qui m'accompagne, Ali Wakel, le directeur de la chaîne i24 News en arabe à mes côtés, Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, également avec nous depuis Paris en direct, Abnouch Salmani, écrivain, éditorialiste, et également Franck Tapiro, publicitaire. Si vous étiez avec nous juste avant la pause, je vous rappelle que nous parlons de cette annonce qui a fait l'effet d'une bombe et pour cause, c'est une bombe, pardon, je ne fais aucun, non, c'est vous qui faites un commentaire, pas moi. Depuis 2005, il n'y a eu aucune élection, puisque Mahmoud Abbas est au pouvoir depuis janvier 2005. Des élections auront lieu le 22 mai et le 31 juillet, respectivement, scrutin législatif et scrutin présidentiel. Olivier Rafovitch, juste avant la pause, je vous demandais, est-ce que c'est au fond dans l'intérêt d'Israël qu'aient lieu ces élections qui pourraient, peut-être, mener aussi le Hamas au pouvoir? Le Hamas risque de monter au pouvoir, mais juste un mot par rapport à Mahmoud Abbas. Il est vieux, il est malade, il cherche depuis maintenant des années, il cherche un héritier. On parle de Jibril Rajoub, on parle de Mohamed Dakhlan, on parle de membres du Fatah qui sont au sein de l'appareil du renseignement palestinien. Tous ces gens-là, aujourd'hui, sont dans un appareil du Fatah qui est déjà vieux et ancien. Il se peut, encore une fois, que les jeunes Palestiniens veulent voter pour ce qui est pour eux la révolution, le Hamas et le djihad. Dans ce cas-là, pour nous, c'est une catastrophe. Catastrophe Mais pour depuis que Israël. le Hamas il est au pouvoir en 2007 à la bande de Gaza, il n'est plus considéré comme le symbole de la révolution. Le Hamas est aussi institutionnalisé, donc il peut se faire que le résultat soit un peu étrange, que le Hamas gagne en Cisjordanie et perd à la bande de Gaza parce qu'il est là-bas depuis 2007. Ce sera un schéma inverse. Dans tous les cas, Très on a étonnant en tout affaire à cas. un groupe islamiste intégriste ultra-violent, antidémocratique, très dangereux, qui est d'ailleurs hors la loi en Israël, aux États-Unis, également en Europe, je l'espère. Alors, nos grandes gueules à Paris, comment elles voient ces élections? Franck Tapiro, par exemple, est-ce que pour vous, c'est peut-être une lueur d'espoir, ces élections? Alors c'est une lueur d'espoir pour les associations, vous savez, qui traitent Israël d'apartheid. Je pense que ce serait extraordinaire, là aussi dans leur grand Israël Tour qu'on devra faire, de les amener pour vérifier à quel point, bien entendu, la démocratie participative est totalement respectée de la part des autorités, enfin dites autorités palestiniennes, que ce soit le Hamas ou le Fatah. Ce serait très 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 intéressant à l'aune de ce qu'ils découvriront en mai et en juillet. D'ailleurs, pourquoi 2 mois d'écart entre les deux tours? Franchement, bon, un tour, on va dire, législatif et l'autre présidentiel, ça va être assez curieux. Moi, Non mais c'est surtout attendez, la raison. il y a législatif, Il faut pas présidentiel, tromper, c'est séparé, ce hein, genre c'est pas deux d'annonce a tours. été faite. Oui. Je viens de le redire. Je crois qu'il y a un petit décalage. Il y a un délai entre nous. Je me suis corrigé moi-même. Maintenant, c'est la raison politique. La raison politique, c'est que les Palestiniens, depuis quelque temps, sont totalement sortis du jeu médiatique. Depuis qu'Israël a signé des accords de paix avec pas mal de ses voisins, personne ne parle du peuple palestinien. Et on va dire, le peuple palestinien aujourd'hui est géré par une pseudo-autorité, avec des terroristes d'un côté et on va dire une pseudo-autorité de l'autre. Et ils avaient besoin de se réinitialiser. Aujourd'hui, le peuple palestinien a besoin de refaire parler de lui, mais d'une nouvelle histoire. Et en fait, il y a 2 destins qui se posent aujourd'hui. Ou c'est la catastrophe nucléaire, je dirais moyenâgeuse, c'est le retour carrément au Hamas, un peu partout, pour dire à quel point, finalement, la démocratie dans les territoires amène un parti terroriste aux commandes. Donc là, je pense qu'il n'y aura plus jamais de problème de perception, sauf chez les antisémites et antisionistes notoires. Et de l'autre côté, peut-être un espoir. Moi, j'ai toujours... Ce sera un vrai problème en tout cas, parce que c'est le jeu démocratique qui aura fait ça. Oui, mais j'ai toujours l'espoir qu'il y a... D'abord, je suis optimiste. Pourquoi? Là, on dit que Fatah et que le Hamas. Et s'il y avait une troisième voie?
Et si tout d'un coup du peuple, et rêvons, s'il y avait une troisième voie, peut-être plus ouverte. Ah, je veux bien réagir. Et voilà. Et moi, j'aimerais entendre la jeunesse palestinienne, j'aimerais entendre la rue palestinienne, qu'il donne tort justement à tous les pronostics. Abnous croit en une troisième voie. L'avenir des Palestiniens. La troisième voie, c'était le djihad Oui. islamique. La rue Non, non, palestinienne, non, 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 non. Abnous. la rue palestinienne n'est pas différente que la rue égyptienne qui a donné, Oui, quand alors il y avait je la veux bien- démocratie je veux qui a bien donné répondre à ça, pardon. le Ali, pouvoir je veux bien aux frères répondre à ça. musulmans et Voilà. a donné le À la pouvoir fin. aussi à Nahda en Tunisie et a donné le pouvoir en Algérie au fils. Ça, c'est le choix des peuples. Le fait que, bon, je ne veux pas accuser l'Occident encore une fois, mais que l'Occident, il est amoureux des régimes corrompus au Moyen-Orient, une des conséquences de cet amour, c'est... Ali Waked, vous préférez un bon régime terroriste, islamiste, Non, mais intégriste, si c'est à la le choix- sauce, non, à la sauce iranienne non, ou à la c'est pas- sauce c'est des pas que frères les musulmans. Palestiniens sont Un amoureux. bon Non, régime Olivier, islamiste. c'est pas C'est Abnous qui va trancher. Bon régime C'est Abnous à Paris qui va trancher. Ah, il est- il est- Abnous. D'ailleurs que je sache, vous Abnous, savez qu'en je donne après la parole. télévision, il y aura plus de radio, il y aura plus de On les tient plus à Tel Aviv. Le score du Messieurs, Hamas a été beaucoup plus messieurs, élevé, du Fatah messieurs. était plus élevé que le score du Fatah, sauf que le système Messieurs. électoral des Palestiniens a donné le pouvoir au Hamas, alors que le Fatah a fait un meilleur score. Abnous. Pardon, Abnous. Ok, alors plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment l'annonce de ces élections, comme à peu près tous les pays du monde, c'est un peu la danse des 7 voiles pour l'arrivée, l'investiture de Biden. Tous les pays du monde se positionnent, il n'y a aucune raison que l'autorité palestinienne ne le fasse pas. À mon avis, c'est ce qui préside à, au bout de 15 ans, de se dire, tiens, si on tentait les élections. Deuxièmement, je ne suis pas certaine qu'il y ait une franche division entre Hamas et Fatah. Je pense qu'on est au-delà de ça. Je pense que le Hamas, comme le Fatah, sont pris dans une idéologie qui est forcément figée. Je pense que quand on a comme seul objectif politique, depuis 70 ans, c'est de récupérer Jérusalem comme Palestine et le retour des réfugiés et de nier l'existence d'Israël, qu'il le veuille ou non, qui existe, ce n'est pas un programme politique. Je pense qu'à force de juste toucher les dividendes de la pseudo-culpabilité arabe, ce n'est pas un programme politique. Je pense que les premiers qui payent cette situation, c'est effectivement la Les population Palestiniens, palestinienne. bien sûr. Ce que je pense, c'est que l'autorité palestinienne, elle est gangrénée par l'inertie, mais vraiment l'inertie opportuniste des pays arabes, qui depuis 70 ans se servent de la question palestinienne comme un hochet pour tenir leur population quand elle commence à s'agiter en disant « n'oubliez pas, restons unis pour les Palestiniens » frères palestiniens. et qui leur font les poches à force d'ignorance, parce que quand Ali parlait des pays arabes, de la Tunisie, c'est exactement la même chose que le problème de l'autorité palestinienne, c'est que depuis des années, tous ces États arabes ont abandonné le peuple à l'ignorance, donc ignorance dans les bras des islamistes, et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent totalement dépassés par le monstre à 6 têtes qu'ils ont créé et qui explique le fait qu'effectivement, les jeunes sont allés voter pour les islamistes parce que sincèrement, est-ce qu'il y avait autre chose? Et donc c'est là aussi où cette troisième voie n'est pas possible. C'est que le déficit des élites qu'on trouve dans tous les pays arabes, il est évident en autorité palestinienne. Quand on ferme les beaux-arts... Et ça, c'est la tragédie des Palestiniens, que l'alternative, c'est entre... Ça, c'est la tragédie des Palestiniens, que Terminable, nous, les termine. beaux-arts sont fermés. Comment vous voulez autonomiser un peuple sans lui donner accès au savoir? Donc, résultat des courses, C'est une vraie l'autorité question. palestinienne, à son nouveau, ressemble absolument à tous les États arabes et du cet abandon de leur peuple et du fait qu'on les a gavés par cette propagande qui consistait juste à crier « nos frères, nos frères, nos frères » sans rien y faire, parce que j'ai pas souvenir qu'il y ait eu un accueil, les bras ouverts des réfugiés palestiniens par ces fameuses pétromonarchies Jamais. qui sont pétées de thunes. Je n'ai aucun souvenir de ça. Je n'ai pas de souvenir d'université ouverte à Gaza ou en Cisjordanie pour célébrer le savoir, pour célébrer les élites, pour célébrer les intellectuels. Et Donc là, vous dites voilà, vive les idées pour... donc la troisième voie, Vous on dites en vive reste les idées. tous. Mais surtout, ce qu'on Abnous. voit, c'est les Palestiniens, le peuple qui souffre et qui ne sait même plus pourquoi. Beaucoup veulent réagir ici en plateau. Ali Waked. Moi, je pense que la tragédie des Palestiniens, c'est que le choix, il est entre le fanatisme d'un côté et la corruption de l'autre côté. Les Palestiniens, quand ils ont élu le Hamas, ils n'ont pas élu un programme islamiste. Ils ont élu un parti qui était contre les corrompus du Fatah. Et ça, c'est malheureusement pour les Palestiniens. Nous, ça parlait d'une troisième voie. Il n'y a pas une troisième voie. Elle a dit que cette troisième voie est impossible. La gauche palestinienne essaye de créer une troisième voie, mais malheureusement, ils ont besoin... Leurs chances sont très modestes. Et encore une fois, s'il y a des élections... Donc c'est une élection pour rien?
Mais est-ce qu'il va y avoir des élections? Parce que, encore une fois, ni le Fatah ni le Hamas a intérêt à faire face aux urnes et à la vraie volonté du peuple palestinien. Qui n'en veulent ni des uns ni des autres. C'est ça le fond du message. Noémie Aliwa. Pour revenir sur l'unicité un petit peu du monde arabe dont on parlait, qu'est-ce que vous pensez de l'abandon de la question palestinienne d'une partie du monde arabe? On sait que, par exemple, que la Ligue arabe s'est rompue sur ces questions-là, parce que notamment certains pays ont décidé de normaliser leurs relations avec Israël. Beaucoup de pays, finalement, abandonnent la question palestinienne. Pourquoi, selon vous? D'abord, je voudrais juste rebondir et applaudir et saluer nos amis à Paris, parce que quelque part, je pense qu'on va leur dire, venez en Israël pour nous aider dans la propagande et dans la communication israélienne. Il nous faut aussi des défenseurs à l'extérieur d'Israël. Mais ce que je rappelle que c'est l'ancien porte-parole de l'armée israélienne. Mais c'est pas grave, on est ouvert à des grands esprits, à des gens qui veulent aider et qui veulent faire avancer les choses. Mais pour revenir à votre question, aujourd'hui, la seule chance des Palestiniens, c'est Israël. Sans nous, je dis bien sans nous, il n'existe pas. Et les pays arabes en ont strictement rien à faire des Palestiniens, mais je dis bien strictement rien à faire. J'ai personnellement, moi, participé il y a des années aux accords d'Oslo. À l'époque, on était là pour essayer de faire avancer les choses. On n'a pas vraiment réussi à faire avancer les choses, mais à part Israël, aucun pays arabe et aucun pays au monde ne s'intéresse aux Palestiniens. Et aujourd'hui, dans cette détresse médiatique, ils cherchent aujourd'hui une voie. Mais la voie aujourd'hui, si c'est celle du Hamas, ou du djihad islamique, ou d'autres groupes terroristes islamistes, les Européens et le monde devraient demander aux Palestiniens une exigence, qu'il n'y a pas d'élection s'il y a au sein de ces élections-là des membres qui veulent la destruction de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, malheureusement, les Européens demandent à Israël de faire des élections alors qu'il y a tout un pan des Palestiniens qui veut la destruction totale de l'État d'Israël. Olivier, moi, ça me paraît l'Union européenne rencontre le Hamas, l'ONU rencontre le Hamas, les États-Unis rencontrent le Hamas. Et alors, on les rencontre pas pour faire avec eux des vacances. On les rencontre pour essayer de savoir comment on va les dégager. Parce que le Hamas, c'est un poison. Les talibans, c'est un poison. L'État islamique, c'est un poison. L'islamisme en Europe est un poison. Et ce poison-là, il faut le dégager. Un mot Ali Waked et on va clore ce débat. Moi, je pense qu'Israël fera bien de laisser les Palestiniens à faire des élections. Les Palestiniens ont dit qu'ils sont prêts à ce qu'il y a des observateurs de l'Occident qui participent à ces élections. Et je pense que cette fois-ci, il y a une vraie chance pour une troisième voie s'il y a vraiment des élections démocratiques. Mais encore une fois, la tragédie... C'est quoi ? Bon, il y a une gauche, il y a une centre-gauche laïque. Je sais, la troisième voie, c'est nous, c'est Israël, la troisième voie. Vous savez, Olivier, il y a peut-être une autre chance qui peut émerger. La géographie exige d'Israël. C'est nous la troisième voie. D'être attentif à ce qui se passe. Mais on est très attentif, Mais encore aujourd'hui, la Jordanie ne veut pas. La Jordanie, Ali Waked, je vous respecte beaucoup, vous savez. La Jordanie ne veut pas d'État palestinien. L'Égypte ne veut pas d'État palestinien. L'Arabie Saoudite ne veut pas d'État palestinien. Le monde arabe n'en veut pas. Le monde arabe. Mais qui est-ce qui en veut des Palestiniens en tant qu'État? Ça se passe à Tel Aviv. Mais même vous n'en voulez pas d'État palestinien. Bien, à suivre donc, et on verra si ces élections auront bien lieu. Élections à la fois législatives et présidentielles prévues dans les territoires palestiniens au printemps. Je vous propose maintenant de passer à un sujet qui nous rassemble tous, de Tel Aviv à Jérusalem, Ramallah et même également Paris. On va parler du Covid. Et je vous rappelle d'abord les quelques chiffres de jour et un triste record, puisqu'Israël a passé la barre des 4040 morts du Covid-19, 7098 cas confirmés en 24 heures, 1161 malades dans un état sérieux. Autrement dit, il y a un énorme contraste aujourd'hui entre Israël présenté comme un pays modèle pour ce qui est de la vaccination, mais au même moment, les confinements, déconfinements, reconfinements, un confinement qui pourrait être prolongé d'ailleurs en fin de semaine pour au moins 15 jours, qui montre que le pays a peut-être une méthode peut-être hasardeuse. Je vous poserai la question dans un instant. Parallèlement, en France, on nous a annoncé que le gouvernement passe à la seconde, couvre-feu à 18h, vous le savez, et une promesse aujourd'hui d'Olivier Véran, le cap du million de Français vaccinés qui sera atteint d'ici la fin du mois de janvier. Et j'aimerais inviter dans cette émission Michel Simès, médecin qui nous rejoint. Bonsoir Michel Simès. Bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous. Je vous rassure, pour le sujet qui arrive, on va avoir un débat, j'espère, un petit peu plus calme et un petit peu plus posé. La dernière fois, Michel Simès, que vous étiez avec nous sur cette antenne, c'était
le 16 mars dernier, et je ne sais pas si vous en souvenez, mais ensemble on commentait des images de jardins du Trocadéro et du Champ de Mars qui étaient noirs de monde, des Français qui ne comprenaient pas qu'un tsunami allait s'abattre sur eux. Quasiment une année s'est écoulée. Est-ce que ce retard à l'allumage, Michel Simès, au fond, n'a jamais été rattrapé, ni par les Français, ni par le gouvernement français ? Ni par le monde entier, parce que en fait, si vous voulez, si on avait effectivement commenté ces images avec le Trocadéro plein de monde, c'est parce que nous-mêmes, informateurs, et je me souviens très bien, puisque j'avais fait une émission sur France 2 à ce moment-là, on n'était pas vraiment très conscient de ce qui allait arriver. Vous savez, c'est facile, un an après, de dire on vous avait prévenu. Il y a en France, comme probablement en Israël ou comme dans d'autres pays du monde, des gens qui disent vous auriez dû m'écouter à l'époque parce que moi je savais, personne ne savait, puisque vous savez bien. C'est une sorte de mea culpa que vous faites, Michel Simès ? Non, oui, parce qu'au fond, il y avait une partie des médecins qui disaient, pas vous n'avez pas utilisé cette expression de petite grippette, mais c'est vrai qu'il y a une partie des médecins médiatiques à l'époque qui n'avaient peut-être pas suffisamment alerté la population sur le danger que représentait cette épidémie. Comment nous, on est des informateurs. Enfin, moi, je suis un informateur. Je suis pas spécialiste de maladies infectieuses. Il y a des experts qui l'étaient. Mais les informations que nous essayons de transmettre aux Français en essayant de faire de la vulgarisation pour que les choses soient facilement compréhensibles, elles nous arrivaient d'où ? Elles nous arrivaient de Chine, qui avait manifestement un peu pollué l'Organisation mondiale de la santé avec des informations qui n'étaient pas tout à fait exactes. Et encore, j'emploie un euphémisme. Donc, nous, on a été bernés parce qu'on n'a pas eu les bonnes informations. Alors, comment voulez-vous bien sûr, je fais mon mea culpa, mais c'est un mea culpa qui devrait être fait par l'ensemble du corps médical, parce que on a donné des informations en fonction de celles qu'on recevait. Donc effectivement, au mois de février-mars de l'an dernier, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Alors aujourd'hui, c'est un autre Michel Simès qu'on découvre. J'aimerais qu'on regarde ensemble les images qui datent d'il y a une dizaine de jours, où vous faites vacciner devant les caméras, en direct à la télévision. Alors évidemment, les complotistes se sont emparés du phénomène en disant « mais non, pas du tout, sa seringue n'avait pas d'aiguille, on a vu tout et n'importe quoi circuler ». En tout cas, aujourd'hui, vous êtes, entre guillemets, à l'offensive pour dire aux gens « allez vous faire vacciner ». Oui, parce que alors on a de la chance en France, vous savez que on est champion du monde dans le scepticisme autour de la vaccination en France, parce qu'on a trop donné la parole aux anti-vaccins. Et pendant très longtemps, on avait pas loin de 60% de la population française qui disait qu'elle ne se ferait pas vacciner. Aujourd'hui, il y a une inversion de tendance et la majorité des Français disent qu'ils se feront vacciner. On était à 56% il n'y a pas longtemps et ça va continuer à monter pour une raison très simple. D'abord, il y a eu effectivement des millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas d'effets secondaires importants. Il y a l'exemplarité, j'espère que ce que j'ai fait, mais d'autres médecins l'ont fait, Axel Kahn, René Friedman, des grands médecins français l'ont fait. Mais vous avez vu qu'en Israël, c'est le gouvernement qui montre l'exemple. C'est le Premier ministre, c'est le ministre de la Santé, c'est le chef de l'État. Oui, en France, c'est pas pareil. En France, on a décidé de donner la priorité, vous le savez, aux personnes âgées et aux personnels soignants de plus de 50 ans. Bon, c'est une stratégie, c'est comme ça, et il ne serait pas normal, vu la priorité donnée à toutes ces personnes, à ces cibles particulières, que les ministres qui ne sont pas des plus de 60 ans, de plus de 50 ans soignants ou plus de 75 ans puissent le faire. Donc en France, on a décidé ça, on aurait pu. Mais je vais vous dire, moi, le meilleur exemple, et qui fait que les Français veulent se faire vacciner aujourd'hui, c'est le médecin traitant. C'est leur médecin de famille. Si le médecin de famille se fait vacciner et qu'il leur dit « je l'ai fait, faites-le », les Français iront. Noémie Aliwa. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion de la crise par les autorités en France ? On sait par exemple qu'en Israël, ça a été plutôt réussi. Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça a été géré en France ? Oui, j'entends beaucoup qu'Israël est effectivement le pays modèle maintenant reconnu dans le monde entier. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, oui, sur le plan... d'abord, il y a beaucoup plus de discipline probablement en Israël qu'il peut y en avoir dans notre pays. C'est ça le secret, c'est la discipline de la population. C'est pas aussi peut-être une forme de stratégie, une rapidité, la façon dont tout cela a été mis en place. C'est uniquement la discipline de la population ? Non, c'est pas uniquement ça, mais vous avez l'habitude en Israël d'être très discipliné quand il y a des injonctions ou quand il y a des recommandations ou il y a des choses qu'il faut faire pour le pays parce que vous êtes un pays en état de guerre. Nous, on n'est pas comme ça en France, donc c'est beaucoup plus laxiste. On l'a bien vu avec le deuxième confinement. On se demandait même s'il y avait un confinement parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les rues. Mais pour en revenir à votre question, franchement, j'aimerais pas être à la place du ministre de la Santé aujourd'hui, mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, tout est imprévisible. Et ça,
d'abord, la science déteste ce qui n'est pas prévisible, mais en même temps, on peut dire une chose un jour et son contraire le lendemain, non pas parce qu'on n'a pas été logique et on n'a pas dit la vérité, mais c'est parce que vous le voyez bien comment ça évolue. Ouais, vous suivez également les événements qui sont à votre disposition. Je pense que c'est pas une discipline qui a fait qu'Israël est le premier pays dans le monde au niveau des vaccinations. C'est la fatigue et c'est la manque de patience et c'est la volonté de ne pas plonger dans un quatrième confinement qui a poussé des millions d'Israéliens à aller se faire vacciner. Pas par conviction. D'abord, sur un sujet qui était débattu auparavant, Israël vaccine également les Palestiniens. Et dans les prisons, entre autres, non. C'est important parce que dans les critiques générales sur on fait ci, on fait pas ça, Israël vaccine tout le monde et va vacciner tout le monde. Et ça, c'est une réponse à nos confrères de France Inter de la semaine dernière. C'est très important. Mais Michel Simès n'est pas là avec nous pour ça aujourd'hui. J'aimerais que nos grandes gueules de Paris réagissent également. Est-ce que vous voulez interpeller Michel Simès parce que vous savez que nous avons des grandes gueules à Paris et à Tel Aviv. Franck Tapiro. Bonjour Michel. Dans ce que tu disais tout à l'heure par rapport justement à la comparaison entre Israël et la France, c'est vrai que c'est une question culturelle, ça n'a absolument rien à voir. C'est que, comme je le disais avec ma voisine, Israël est un pays en état de guerre permanent, en état de siège, en état de crise permanent. Donc c'est vrai qu'une crise plus une autre, on est très habitué, j'y on parce que je suis franco-israélien, on est habitué là-bas, c'est vrai, quand il y a une mobilisation. Et c'est une mobilisation générale. En France aussi, on a dit qu'on était en état de guerre. Sauf que en France, on dit qu'on est en état de guerre, mais l'armée ne s'occupe pas de la vaccination. Alors que là-bas, quand on dit on est en état de guerre et qu'on vaccine, tout le monde y va. Et c'est comme si la logistique était celle de l'armée israélienne. Et c'est pour ça que ça a aussi bien fonctionné. On a un aspect par rapport à l'urgence en Israël qui n'a absolument rien à voir avec la France, où on est tout le temps sur le côté ma liberté, je ne suis pas obligé de me faire vacciner, etc. Pourtant, et le paradoxe très connu en France. Nous sommes l'inventeur du vaccin, on est au pays de Pasteur, et on est aussi au pays de la défiance incroyable. Et on a atteint le dernier niveau de la défiance, alors qu'on n'avait plus confiance en rien, en la religion, on n'avait plus confiance aux politiques. Et là, on a atteint un truc incroyable avec le Covid, plus confiance en la science et en la médecine. Michel Simès. Incroyable. Et ce que tu as dit est totalement juste. On n'arrête pas de le Michel Simès. Et pour compléter on avance au jour le jour, et on essaye. Pour compléter la question de Franck Tapiro, oui. On a quand même affaire aujourd'hui à un gouvernement français qui dit aux Français allez en confinement si vous rentrez de l'étranger, mais sur le volontariat. Faites un engagement à vous confiner. Alors qu'en Israël, vous savez, si vous n'êtes pas confiné, si vous n'êtes pas chez vous, la police vient et vous prenez une amende de 150 €. On est d'accord et franchement, sur la base du volontariat, quand vous voyez ce qui s'est passé encore une fois au deuxième confinement où on disait aux gens soyez raisonnables, machin, ça marche pas en France. Ça, le côté venez en France, mais on compte sur vous. Hein, vous allez être raisonnable et vous allez vous confiner tout seul. Ça marche pas. Mais ce que disait Franck et puis un constat qui est incroyable pour rebondir sur ce que disait Franck Tapiro, il y a un mois. En France, ou disons 5 semaines en France, tout le monde gueulait en disant ça va trop vite. On est des cobayes. Il est impossible de mettre au point un vaccin aussi vite, y compris au pays de Pasteur. Et un mois plus tard, tout le monde gueule parce que ça va pas assez vite. Donc, si vous voulez, c'est quand même tout le monde aujourd'hui dit oui. Comment ça se fait qu'on peut pas se faire vacciner alors que mais voilà, on est un pays de râleurs. Un pays de révolutionnaires. Bon, c'est comme ça. Tout à l'heure, Franck Tapiro parlait et critiquait la communication israélienne par rapport à des problèmes qu'on a nous. Mais là, on a su communiquer. Alors qu'en France, pour communiquer à la population, pour sa sauvegarde, pour sa survie, il y a un gros problème. Nous, on sait parce que quand on défend notre population, nos enfants, nos femmes, nos familles, eh bien, on communique et on communique de manière efficace. Merci beaucoup Michel Simès d'avoir été avec nous ce soir dans nos grandes gueules Moyen-Orient à cheval entre Paris et Tel Aviv. Si vous voulez bien les uns les autres, je voulais faire un petit hommage à quelqu'un qui nous a quittés aujourd'hui. C'était pas prévu dans cette émission, mais vous le savez sans doute, cet après-midi on a appris la mort de Jean-Pierre Bacri qui nous a quittés d'un cancer à l'âge de 69 ans. Cuisine et dépendance, Le goût des autres, Didier, Le sens de la fête, autant de films dont nous nous souvenons tous. Avant de vous donner la parole pour nous souvenir ensemble de Jean-Pierre Bacri, quelques souvenirs en images de ces films. L'autre jour, vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, voilà, ça c'est ce putain de correcteur. En plus, je trouve pas les ponctuations. Je me retrouve avec des trucs débiles, là, ces ronds jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil. Les smileys, ça. Ouais, voilà, ça, là, oui. Bon, il est où ce con de chien, là, maintenant?
peut pas rester là, votre ami, sur le palier. Oui, non, mais c'est pas mon ami. Oui, non, mais il gratte. Mais pourquoi vous grattez? Yes, very good. Voilà, on sourit encore en regardant des séquences avec lui, Jean-Pierre Bacri, qui nous a quittés aujourd'hui. Abdo Chalmani, je voudrais vous entendre parce que cet homme portait un regard très très particulier sur l'humanité dans ses films. Ah non, mais c'est vraiment, disons que c'est un humaniste qui a la rage. C'est ça qui est passionnant, c'est il est jamais tombé à travers ces scénarios qu'il a coécrits avec Agnès Jaoui, dans ce côté un peu sensiblerie, un peu cucu. Il a toujours été, mais d'une férocité. Et moi, je pense que le meilleur moyen d'aimer les êtres humains, c'est de rien laisser passer, d'être féroce. Et effectivement, je pense que Cuisine et Dépendance, Un air de famille ou Le goût des autres resteront dans l'international du cinéma comme étant des films qui sont allés toucher au plus près les hommes et les femmes, leur ambiguïté, leurs contradictions. C'est encore plus douloureux, c'est que cet homme qui était quand même l'un des sommets de l'ambiguïté, de la contradiction, de l'aigre doux, disparaisse aujourd'hui, où on est de plus en plus en train de tomber dans une société uniformisée, où rien ne dépasse, où tout le monde se ressemble et où toute ambiguïté, toute contradiction est tout de suite vue comme une attaque contre les nouvelles sensibleries. Donc il va énormément nous manquer, mais heureusement, il nous reste ces sublimes films. Franck Tapiro, on parlait tout à l'heure avec Michel Simès des Français râleurs. Il était par excellence le Français râleur. Il était par excellence le Français râleur, mais qui arrivait vraiment grâce à... Alors, toujours le même style, c'est incroyable avec Bacri, c'est que de film en film, pourtant il jouait des rôles totalement différents, mais on avait l'impression qu'il jouait exactement, toujours la même partition, un peu comme Lucchini, ou un peu comme Depardieu. Ça ne veut pas dire que c'était pas un bon comédien, c'est l'inverse. Un immense acteur, mais ce qui est incroyable, c'est que les gens attendaient de lui, ça c'est vraiment le marketing, hein, je suis désolé, on attendait de voir un Bacri pessimiste, râleur, bougot, avec des mots un peu dans sa barbe comme ça. Bacri heureux, ça n'était pas Bacri, quoi, en quelque sorte. Le doute de tout, merci. La défiance. Mais non, mais d'ailleurs on le voyait même dans un de ses derniers films. Et je voulais juste dire un petit mot, rendre hommage à quelqu'un qui a disparu cet après-midi, qui lui n'était pas râleur. En 15 secondes, c'est David Zaoui, le rabbin Lubavitch de Neuilly, qui malheureusement est mort du cascade cet après-midi dans son bureau. C'était un ami, c'était un frère, et j'embrasse toute sa famille. Merci à tous d'avoir été avec nous dans ces grandes gueules Moyen-Orient. Je rappelle la question du jour, vous pouvez continuer à voter sur Internet. C'était notre débat ce soir. Israël sait-il se défendre efficacement face aux accusations d'apartheid? Vous êtes une majorité, 68% à nous dire non. Il va falloir changer les choses. Bien écoutez, Olivier Rafovitch, vous avez encore du boulot. Voilà, et on vous retrouvera les prochaines semaines. Merci à tous, rendez-vous demain soir. Merci Noémie. Demain soir, 20h, les grandes gueules Moyen-Orient. Bonne soirée à tous.